Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Défense d'entrée. Quand j'ai emménagé dans mon appartement, ma propriétaire m'a dit un truc étrange. Vérifiez toujours que c'est la bonne pièce avant d'entrer. Un conseil d'une évidence affligeante, penserez-vous. À vrai dire, je n'avais pas vraiment fait attention jusque-là. Ma proprio était le genre de femme qui ne se donnait aucun mal pour paraître heureuse de vous rencontrer, et son accent est-européen indéfinissable ne facilitait rien. J'aurais probablement dû poser plus de questions, mais signer un bail n'était pas un processus que je voulais prolonger plus que nécessaire. De toute façon, je n'avais pas vraiment besoin d'explications. Mon régime alimentaire d'enfant ne se composait pas exclusivement d'écailles de peinture au plomb, après tout. Vu le prix dérisoire du loyer, je n'allais pas m'inquiéter pour une blague foireuse. L'endroit était une de ces bizarreries architecturales qui semblaient aspirer toute joie de vivre. Rien que des appartements copiés-collés, empilés les uns sur les autres sur 13 étages laborieux. Chacun était pratiquement identique, jusqu'à la façon dont la porte d'entrée coinçait quand il pleuvait. Pas une seule fenêtre. Il venait même meublé d'un ensemble complet d'appareils électroménagers et de meubles ternes, dépourvus de tout style ou de tout goût. On aurait dit vivre dans un classeur administratif. Stérile, sans vie propre. On aurait pu croire qu'on vivait tous par ordre alphabétique, et qu'on s'appelait entre nous par nos numéros d'appartement. Mon comptable adorerait cet endroit. Aussi ennuyeux que fussent les lieux, il n'a pas fallu plus d'un mois pour que les choses deviennent intéressantes. Au début, c'était de petites choses, surtout des bruits. Rien de particulièrement sinistre, mais qui faisaient très bien leur boulot pour m'empêcher de dormir. Une nuit, j'entendais des chuchotements inintelligibles provenant de la salle de bain de mon voisin, qui duraient des heures. La nuit suivante, j'aurais juré entendre des hurlements lointains, presque lupins, venant de l'étage au-dessus, malgré une politique pas d'animaux rigoureusement appliquée. Une fois, j'ai même perçu le bruit distinct de vagues s'écrasant sur une plage de sable, provenant d'un appartement au 6e étage. Parfois, les bruits venaient de pièces de mon propre appartement. Pourtant, rien ne s'était jamais déplacé quand j'allais vérifier. J'ai peut-être oublié de préciser que je vis seul. Il a fallu un peu plus de temps avant que quelque chose de vraiment étrange ne se produise. Ça faisait 4 mois que j'habitais là, quand le bruit de verres qui s'entrechoquent et de placards qui claquent m'a réveillé en sursaut. Ça venait de la cuisine, et j'ai tout de suite pensé à un intrus. Je me suis glissé hors du lit sans un bruit, et j'ai attrapé la batte de baseball en aluminium que je garde près de la porte pour me rappeler que je devrais vraiment faire plus de sport. J'ai dû avoir l'air complètement ridicule à marcher sur la pointe des pieds dans mon couloir vers la cuisine, vu le raffut que faisait l'intrus. Quand j'ai atteint l'embrasure de la cuisine, j'ai risqué un œil à l'intérieur. Effectivement, j'ai vu une silhouette sombre fouiller frénétiquement dans mes placards. Resserrant ma prise sur la batte, j'ai allumé la lumière. Heureusement d'ailleurs, sinon j'aurais peut-être battu à mort une pauvre vieille femme innocente. Mon intrus nocturne a sursauté à ma vue, son visage ridé se tordant entre effroi et confusion. La robe de chambre sale et négligée qu'elle portait, avec ses chaussons roses en peluche, semblait un choix étrange pour une cambrioleuse. J'ai reconnu la femme. C'était la vieille dame qui habitait 2 portes plus loin. Je l'avais même aidée à porter ses courses ce soir-là. Après avoir réussi à calmer la pauvre femme et lui assurer qu'elle n'était pas en fait dans son propre appartement, ma voisine âgée s'est confondue en excuses. Elle s'était réveillée au milieu de la nuit avec une envie de thé, m'a-t-elle expliqué, et avait dû se perdre dans l'immeuble, plongée dans le noir. Comment elle avait réussi à se glisser dans mon appartement sans qu'aucun de nous deux ne s'en aperçoive me dépassait totalement. Elle devait souffrir de démence, parce qu'elle était absolument convaincue qu'elle aurait dû se trouver chez elle.
Je ne crois pas qu'elle ait vraiment compris à quel point elle était passée près d'un coup de batte en pleine tête, et je n'étais pas d'humeur à le lui expliquer. J'ai essayé d'être aussi poli et compréhensif que possible en la raccompagnant chez elle. Mais quelque chose me tracassait. Quelque chose dans toute cette affaire me hérissait les poils de la nuque. Ce n'est qu'en refermant ma porte derrière moi que j'ai compris ce que c'était. Avant de me coucher, je me souvenais très clairement avoir verrouillé la porte de l'intérieur. J'ai eu beau me creuser la tête toute la nuit, je n'arrivais pas à expliquer comment la vieille femme avait pu rentrer chez moi sans ouvrir ma porte d'entrée. N'ayant personne d'autre à qui demander, j'ai décidé d'aborder le sujet avec mon voisin de palier le lendemain. Je l'ai coincé dans le couloir ce soir-là, et j'ai eu du mal à trouver mes mots. Quand j'ai fini par bafouiller mon histoire, il n'a pourtant pas paru le moins du monde surpris. Apparemment, ce genre de choses arrivait tout le temps. Pas seulement à la vieille dame, d'ailleurs. Presque tout le monde dans l'immeuble avait une histoire similaire à raconter. C'étaient les portes, disait-il. Elles ne menaient pas toujours au même endroit. Parfois, on se retrouvait face à une porte censée donner sur la salle de bain, et elle menait à la chambre à la place. Elle pouvait même mener à un appartement complètement différent, à un étage complètement différent. Une fois, il avait entendu dire que la porte du placard de quelqu'un s'était ouverte sur la ruelle du côté nord de l'immeuble. C'était une idée assez dingue de penser que sa propre porte pouvait mener n'importe où dans le bâtiment sans prévenir. Mais mon voisin semblait croire que le phénomène allait bien plus loin que ça. Pour contourner ce petit désagrément, il m'a suggéré de faire comme les autres locataires. La méthode généralement admise consistait à faire 2 marques, une de chaque côté de chaque embrasure de la porte au marqueur. Comme ça, on pouvait voir d'un coup d'œil si la pièce qu'on s'apprêtait à franchir était la bonne. Si les 2 marques ne correspondaient pas, on se tenait devant une porte vers l'inconnu. Du moins, c'était l'idée. La vieille dame avait dû oublier de vérifier, ou ne pas avoir vu dans le noir. Mon voisin semblait plutôt agacé par cette pensée. Il a insisté lourdement pour que j'attende que la porte redevienne normale avant de m'en servir. Je ne devais sous aucun prétexte entrer dans une pièce qui n'était pas censée être là. Toujours vérifier d'abord. Mon voisin avait lui-même vécu le phénomène par le passé, mais seulement comme une nuisance mineure. Il était pourtant très catégorique sur le fait que je devais prendre l'affaire au sérieux. Mais comment aurais-je pu ? Qui, dans son bon sens, croirait une histoire aussi délirante ? D'accord, ça expliquerait comment la vieille dame était entrée chez moi sans passer par la porte d'entrée, mais ça soulevait d'autres questions, toutes sortes de questions. Et la dernière chose que je voulais remettre en question, c'était les lois de la physique. Hystérie collective, forcément. Un immeuble bourré à craquer de cinglés. Finalement, j'ai trouvé plus simple de classer mon voisin dans la catégorie des tarés et de continuer ma vie. Mais j'ai quand même fait ce qu'il m'avait conseillé. Avec un marqueur rouge discrètement emprunté au travail, j'ai tracé une ligne de chaque côté de chaque chambranle de mon appartement. C'était plus par curiosité qu'autre chose. Ou peut-être que je défiais l'univers de me donner tort. Toujours est-il qu'au bout de quelques semaines, j'avais pris l'habitude de vérifier que les 2 marques étaient bien là avant d'entrer dans une pièce. Je voyais ça comme une petite blague personnelle. Quand on est chez les fous, on fait comme les fous. Petit à petit, c'est devenu un petit rituel idiot que je faisais pour me rappeler que le monde n'était pas dingue. C'était juste le type d'à côté qui l'était. J'habitais mon appartement depuis plus d'1 an, un petit peu plus d'1 an, quand c'est arrivé. À moi aussi. La 2e marque. Je m'étais levé au milieu de la nuit pour aller pisser, grognon comme d'habitude, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. J'étais en mode pilote automatique. Sur le chemin du retour vers le lit, j'ai levé mes yeux fatigués vers l'embrasure menant à ma chambre et j'ai souri à la remarque rouge familière. Mais j'ai hésité. Il n'y avait qu'une seule marque. Bien qu'à peine éclairée par une petite lampe dans le couloir,
j'étais absolument certain qu'il n'y avait aucune marque rouge du côté chambre de ma porte. Je suis resté là un moment, clignant des yeux pour chasser le sommeil, essayant de faire réapparaître la seconde marque à force de la fixer. La chambre avait l'air identique à celle que j'avais quittée quelques minutes plus tôt, à l'exception de cette foutue marque manquante sur le chambranle. Mes yeux me jouaient-ils des tours ? Peut-être que je rêvais. Ou est-ce que l'histoire farfelue de mon voisin était après tout réelle ? Aussi ridicule que ça paraisse, j'étais sûr d'une chose. Il y avait eu 2 marques lors de mon allée aux toilettes. Je ne suis pas entré tout de suite. J'en avais envie, mais une petite part de moi prenait les paroles de mon voisin au sérieux. J'ai d'abord agité une main vide dans l'embrasure. Rien de particulièrement effrayant ne s'est produit. Enhardi par la certitude que cette pièce fantôme n'allait pas immédiatement me faire fondre la peau, j'ai fait un pas hésitant à l'intérieur. Au premier coup d'œil, rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Tout était à sa place, tel que je m'en souvenais. Même ma couette était rejetée sur le côté, comme si je venais tout juste de dormir dessus. Mais alors, pourquoi la marque manquait-elle sur mon chambranle ? J'étais certain qu'il devait y avoir quelque chose de différent dans cette pièce. À ce moment-là, mon voisin ne me semblait plus si dingue, et tout ce dont j'avais besoin pour lui donner raison, c'était de trouver ce qui clochait dans cette pièce. J'ai arraché mon placard et retourné mon matelas dans ma quête. Chaque tiroir a fini vidé par terre. J'ai même déchiré le tapis aux extrémités pour regarder dessous. J'ai cherché partout dans ma folie, sans rien trouver. Tout était à sa place. Pourtant, je le savais, ce n'était pas ma chambre. Et ce n'est qu'en me retournant vers la porte pour revérifier si la deuxième marque manquait vraiment que j'ai compris ce qui n'allait pas. Cette pièce n'avait pas de porte. Et ce qui suit ne devrait exister nulle part. Je ne me souviens pas d'avoir hurlé, mais ma gorge était en feu. Alors j'imagine que je l'ai fait. Les 4 murs autour de moi étaient pleins, lisses, peints du même beige insipide que le reste de l'appartement, sauf qu'aucun d'eux ne s'ouvrait sur rien. Pas de couloir, pas de cuisine, pas de porte d'entrée qui coince quand il pleut. Juste une boîte avec moi dedans et un lit qui n'était plus tout à fait le mien. Et c'est là que j'ai remarqué l'odeur. D'abord, à peine perceptible, un relent de moisi, comme du linge oublié trop longtemps dans une machine. Puis, plus je restais debout dans cette chambre impossible, puis l'odeur épaississait, se muait en quelque chose de plus organique. Du sang qui a viré au brun, de la chair qui a passé trop de temps sans réfrigération. Je me suis dit que c'était mon imagination, que la panique me jouait des tours. Je me trompais. Sous le lit, celui qui n'était pas censé être le mien, dans une chambre qui n'était pas censée exister, il y avait quelque chose d'enroulé dans une bâche en plastique. Je n'aurais pas dû regarder, je le sais maintenant. Mais la curiosité, cette saloperie de curiosité qui m'avait poussé à tracer des lignes rouges sur mes chambranles par simple jeu, m'a poussé à m'agenouiller et à soulever un coin de la bâche. Je ne décrirai pas ce que j'ai vu. Pas par pudeur, j'ai dépassé ce stade depuis longtemps. Mais parce que certaines images, une fois qu'elles s'installent dans un crâne, ne veulent plus jamais en repartir. Et je refuse d'infliger ça à qui que ce soit d'autre. Disons simplement qu'il y avait plus d'une personne là-dessous, que certaines des formes étaient petites, que l'une d'elles portait encore des chaussons roses en peluche, effilochée et tachée d'un noir qui n'était pas de la crasse. J'ai reculé si vite que je me suis cogné la tête contre le mur. La douleur au moins, elle, était réelle, familière, presque rassurante dans ce cauchemar sans queue ni tête. Je me suis relevé en tremblant et j'ai foncé vers l'endroit où aurait dû se trouver la porte. N'importe quelle porte, même une fausse, même une porte vers une autre pièce tout aussi mauvaise. Mais mes mains ne rencontraient que du plâtre lisse et froid, encore et encore, tout le tour de la pièce. C'est là que j'ai entendu les autres bruits.
ceux que j'avais toujours mis sur le compte de l'immeuble, de ses murs fins, de ses voisins excentriques. Les chuchotements sans fin dans la salle de bain du voisin, les hurlements du dessus, les vagues du 6e étage. Je les ai entendus à nouveau, mais cette fois de beaucoup, beaucoup plus près. Comme si elles venaient de sous le plancher, ou de l'intérieur des murs eux-mêmes. Ou peut-être, je pensais avec une odeur froide qui m'a vidé les jambes de tout leur sang, de l'intérieur de cette bâche en plastique. Puis, quelque chose sous le lit a bougé. Je n'attendrai pas le 3e signe. J'ai attaqué le mur à main nue, arrachant le plâtre à coups d'ongles jusqu'à ce que mes doigts saignent, hurlant des mots qui ne formaient plus de phrases. Et puis, comme si le bâtiment lui-même avait fini par se lasser de moi, une fissure est apparue. Fine d'abord comme une toile d'araignée sur du verre. Puis un panneau entier du mur a basculé vers l'intérieur en silence, révélant non pas ma chambre, mais un couloir que je n'avais jamais vu. Étroit, mal éclairé, tapissé d'un papier peint humide qui se décollait par lambeaux et bordé de dizaines de portes identiques, chacune fermée, chacune muette. Je n'ai pas réfléchi, j'ai couru. 13 étages, aucune sortie. L'immeuble cette nuit-là ne ressemblait plus du tout à l'endroit sans âme et sans fenêtre où j'avais signé un bail 2 ans plus tôt. Chaque porte que je passais menait à un endroit différent de celui promis par son numéro. Une porte marquée 7B s'ouvrait sur une cuisine trempée d'eau de mer, le sol jonché d'algues pourrissantes et de ce qui ressemblait à des empreintes de pas humides, trop grandes pour être humaines, qui s'éloignaient vers une autre fenêtre qu'aucun appartement de cet immeuble n'aurait dû posséder. Une autre porte s'ouvrait sur une pièce entièrement carrelée, comme une salle d'abattoir, avec un renfoncement au centre du sol et une odeur de javel si forte qu'elle m'a piqué les yeux, mais pas assez forte pour masquer ce qu'il y avait en dessous. Je courais toujours, cherchant désespérément l'appartement de mon voisin, celui qui savait, celui qui aurait pu, j'espérais, savoir comment on sortait de toute cette merde. Mais quand j'ai enfin trouvé sa porte, portant toujours nos 2 nouvelles petites marques rouges bien alignées, comme un mensonge rassurant, et que je l'ai ouverte sans frapper, ce que j'ai trouvé de l'autre côté n'était pas son salon, c'était le mien. Il y avait mon canapé, ma télévision, encore allumée sur une chaîne d'information muette. Et, assis dans mon fauteuil, dos à moi, quelqu'un qui portait mes propres vêtements. Il ou elle, ça je n'ai jamais réussi à me faire à l'idée d'employer un pronom pour cette chose, s'est retourné lentement. Le visage était le mien. Ce n'était pas une ressemblance approximative, ce n'était pas un sosie de mauvais film, c'était moi. Jusqu'à la petite cicatrice sur mon sourcil gauche que je me suis faite à 7 ans en tombant de vélo. Il m'a souri, d'un sourire trop large, bien trop calme pour quelqu'un dans un immeuble qui digérait ses propres locataires. « Tu en as mis du temps ?» a-t-il dit de ma propre voix. Je n'ai pas de souvenir clair de ce qui s'est passé ensuite. Il y a un trou dans ma mémoire, aussi net qu'une porte s'en battant. La chose suivante dont je me souviens, c'est d'être allongé dans le hall d'entrée de l'immeuble, sur le carrelage froid, un sac de course renversé à côté de moi et une vieille dame en robe de chambre penchée au-dessus de moi, l'air inquiète, me demandant si tout allait bien. C'était elle, la même vieille dame que j'avais surprise dans ma cuisine 1 an plus tôt. Sauf que cette fois, quand je l'ai regardée dans les yeux, il n'y avait rien derrière. Rien d'humain en tout cas. Juste un vide poli, patient, qui attendait que je me relève et que je rentre chez moi. Je ne suis jamais remonté. J'ai laissé mes meubles, mes vêtements, mon dépôt de garantie et j'ai quitté le bâtiment en courant, pieds nus, sans un regard en arrière vers les 13 étages des portes qui ne mêlent nulle part et partout à la fois. Ça fait maintenant 6 mois. J'habite ailleurs, dans un vieux pavillon avec de vraies fenêtres et une seule porte d'entrée qui ne mène qu'à un seul endroit. Je vérifie quand même. Chaque porte de ma nouvelle maison, 2 porte 2 petites marques aux marqueurs rouges, de chaque côté du chambranle,
Et chaque fois, je dis bien chaque fois, je m'arrête avant d'entrer pour vérifier qu'elles sont bien alignées. Je sais que ça semble absurde. Une habitude de dingue, comme dirait mon ancien voisin, que je n'ai jamais revu d'ailleurs, et dont je n'ose même plus chercher le nom dans un annuaire, de peur de découvrir qu'il n'a jamais existé. Mais parfois, tard le soir, quand la maison craque comme le font toutes les vieilles maisons, j'entends quelque chose. Un chuchotement peut-être, ou le clapotis lointain de vagues sur une plage qui ne devrait pas se trouver à des centaines de kilomètres de la mer. Et je vérifie les marques, toujours, encore et encore. Parce que la dernière chose que j'ai vue, avant de m'évanouir dans ce hall d'entrée, ce n'était pas mon propre visage souriant depuis mon fauteuil, c'était la bâche en plastique sous le lit qui avait fini par arriver à mes pieds, vide, ouverte et parfaitement silencieusement propre.